faut jouer les choses. Je vais garder avec moi Mademoiselle Duparc. Oui. Et Monsieur Bricot. Oui, mais. Voilà. Nous allons essayer cette scène. S'il vous plaît. Bricot. Merci, Elle. Qui heurte? Ouvrez. On aura que je pense grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Mais qui va là? Bien, moi. Georgette, Eh bien, ouvre là-bas. vas-y, toi, ma foi, je n'irai pas. Vas-y, toi, je n'irai pas aussi. Belle cérémonie. Pour me laisser dehors. Oh là, oh, je vous prie. Mais qui frappe? Votre maître. Alain, Waouh. mais c'est monsieur, ouvre vite. Ouvre-toi. Et je souffle notre feu. J'empêche, peur du chat, que mon moineau me sorte. Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura point à manger de plus de 4 jours. Ah, par quelle raison y venir quand j'ai cours? Pourquoi, plutôt que moi, le plaisance stratagème? Ôte-toi de là. Je veux ouvrir la porte. Je veux l'ouvrir, moi aussi. Ni toi non plus. Tu ne l'ouvriras pas. Il faut que j'ai l'âme ici bien patiente. Au moins, c'est moi, monsieur. Je suis votre servante, c'est moi. Sans le respect que voilà, je te... Oh, pardon. Peste! Le coquin! Oh, pardon. Voyez ce lourdeau là! Que tous deux on se taise, hein, songez à me répondre et laissez la fadaise. Eh bien, Alain, comment se porte-t-on ici? Monsieur, nous pas... Dieu merci, nous... Qui vous apprend à pertinente bête à parler devant moi le chapeau sur la tête? Vous faites bien, j'ai tort. Faites descendre Agnès. Lorsque je m'en allais, fut-elle triste après? Triste? Non. Non? Si fait. Pourquoi donc? Ah, que je meurs. Elle vous croyait voir de retour à toute heure. Et nous n'aurions jamais passé devant chez nous cheval, âne ou mulet qu'elle me prit pour vous. La première scène, peut-être qu'on va jouer ça au roi. Alors, maintenant, je voudrais que monsieur Lagrange vienne sur scène. On va essayer un monologue. Voilà, pour lui. Voilà. Accessoire. Votre sonnette, monsieur Argan. Et voici votre texte. Elle écrit gros. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20, 3 et 2 font 5. Plus du 20e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémoniant, pour ramollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur, 30 sols. Oui, mais monsieur Florent, ce n'est pas tout d'être civil. Il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols un lavement, je suis votre serviteur, et je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez pas mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols, les voilà, 10 sols.
Plus du 10 jours, un bon clistère détersif, composé avec catholiton double, rhubarbe, miel rosa et autres, suivant l'ordonnance, pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur 30 sols, avec votre permission 10 sols. Plus du 10 jours le soir, un julep hépatique soporitif somnifère, composé pour faire dormir monsieur 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. 10, 15, 16 et 17 sols, 6 deniers. Plus du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative, composée de casses récentes avec Séné, Levantin et autres, suivant l'ordonnance de monsieur Purgon, pour expulser et évacuer la ville de monsieur. 4 livres. Ah, monsieur Florent, c'est se moquer. Il faut vivre avec les malades. Monsieur Purgon ne vous a pas ordonné de mettre 4 francs. Mettez 3 livres, s'il vous plaît, 20 et 30 sols. Plus du 10 jours, une potion anodine et astringente pour faire reposer monsieur, 30 sols. Bon, 10 et 15 sols. Plus du 26e, un clister carminatif pour chasser les vents de monsieur, 30 sols. 10 sols, monsieur Florent. Plus le clister de monsieur réitéré le soir, comme dessus, 30 sols. Monsieur Florent, 10 sols. Plus du 27e, une bonne médecine, composée pour hâter d'aller et chasser les mauvaises humeurs de monsieur, 3 livres. Bon, 20 et 30 sols. Je suis bien aise que vous soyez raisonnable. Plus du 28e, une prise de petit lait clarifié et édulcoré pour adoucir, lénifier, tempérer, rafraîchir le sang de monsieur, 20 sols. Bon, 10 sols. Plus une potion cordiale et préservative, composée avec 12 grains de bézoard, cidre de limon et grenade et autres, suivant l'ordonnance, 5 livres. Ah, monsieur Florent, tout doux, s'il vous plaît. Si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs. 20 et 40 sols, 3 et 2 fois 5. 5 font 10 et 10 font 20. 63 livres, 4 sols, 6 deniers. Si bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8 médecines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je dirai à M. Purgon, afin qu'il mette ordre à cela. Allons, qu'on m'ôte tout souci, il n'y a personne. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Drelin, point d'affaire. Drelin, ils sont sourds. Toinette. Drelin. Tout comme si je ne sonnais point. Chienne, coquine, drelin, j'enrage. Drelin, carogne à tous les diables. Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul voilà qui est pitoyable. Ah mon Dieu, ils me laisseront ici mourir. Bon, monsieur de Lagrange, le petit Caire, là, peut-être un peu long pour le roi. On va voir. Ah, je laisse ça. On va qu'il tourne. Drelin. Alors, on va essayer autre chose. Sur la même pièce. Alors, monsieur de Croisy, s'il vous plaît, monsieur de Croisy. Prenez place, monsieur de Croisy, nous continuons. Vous voulez le texte? Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'avec cette tenue, je me doute Molière que je ne vais pas jouer Don Juan. Oui. Et mademoiselle Duparc, s'il vous plaît. Oui. Venez, vous ferez Toinette. Toinette, d'accord. Voilà. Donc, un deuxième argan et Toinette.
Antoinette en médecin. D'accord. D'accord. C'est la fée Toinette. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous devez avoir 26 ou peut-être 27 ans. J'en ai 90. 90. Oui. Vous voyez en effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Oh, ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager, qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité. Pour trouver des malades dignes de m'en occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fièvres, à ces vapeurs, à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisiformées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins. Et à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Non, vraiment. Donnez-moi votre sang. Allons donc. Que l'on batte comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez. Ce poula fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit dans mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, mais d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Ah, c'est le poumon, ça c'est sûr. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Ah oui, c'est le poumon, ouais. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Oh, mais oui, monsieur. Le poumon. Le poumon, vous dis-je.
la volaille. Ignorant. Du vent. Ignorant. Des bouillons. Des œufs frais. Ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Ignorantus. Ignoranta. Ignorantum. Il faut boire votre vin pur, et pour épaissir votre sein qui est trop subtil, il faut manger du bon gros beurre, du bon gros porc, du bon fromage de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis pour coller, pour conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main. Et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Ce malade imaginaire-là devrait marcher auprès du roi. Eh bien, mademoiselle Duclarc, je vous garde. Oui, monsieur. Revenez, s'il vous plaît. Attendez. Monsieur de Brécourt. Oui, je me suis complètement trompé de texte. C'est Sganarelle que je voudrais. Je ne vais pas retourner à votre place et je vais faire Sganarelle. C'est par mademoiselle Béjart, s'il vous plaît. Ah, j'arrive. Voilà, je prends le chemin des écoliers, voyez-vous. Donc, que fais-je? Et- Oui. Et voici votre texte. Vous l'avez? Oh! Ah! Chose importante. Don Juan, je quitte Sganarelle une semaine. Don Juan a décidé qu'il ne se repentirait point. D'accord? Et donc, son valet est absolument abasourdi. Voilà ce que dit Sganarelle. Ô ciel, qu'entends je par ici? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point, et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière-ci m'emporte, et je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi ce qu'il vous plaira. Battez-moi, assommez-moi, de coups, tuez-moi si vous voulez. Il faut que je décharge mon cœur, et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau, qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. Et, attention, la branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles sont à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est pas dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. Nécessité n'a point de loi. Qui n'a point de loi vit en bête brute. Et par conséquent, vous serez damnés à tous les diables.
Angélique. Bonjour, je suis votre valet. Ce n'est pas là mon compte, et les dandins ne sont point accoutumés à cette mode-là. Oh, les dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. C'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris. Et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela et je ne veux point mourir si jeune. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donnés publiquement. Moi? Je ne vous l'ai point donné de bon cœur. Vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement? Et si je voulais bien de vous? Vous n'avez consulté pour cela que mon père et ma mère. Et ce sont eux proprement qui vous ont épousé. Et c'est pourquoi vous feriez bien de vous plaindre toujours à eux des torts que l'on pourra vous faire. Pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi, et que vous avez pris sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligé à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelque nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse. Prendre les douces libertés que l'âge me permet, voir un peu le beau monde et goûter le plaisir de m'ouïr dire des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition et rendez grâce aux cieux de ce que je ne suis pas capable de faire autre chose. Ouais, c'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari. Et je vous dis que je n'entends pas cela. Moi, je suis votre femme. Et je vous dis que je l'entends. Il me prend des tentations d'accommoder ce visage à la compote et de le mettre en état de me plaire de sa vie aux 10 heures de fleurette. Ah, allons donc, Georges Dandin. Je ne pourrai pas me retenir, il vaut mieux que je sorte. Dandin, c'est naïf. Et Angélique, il a appelé son héroïne Angélique parce qu'elle ne l'est pas du tout. Ben écoutez, c'est Mademoiselle Dupart, toujours, encore. Oui, décidément. Oui, monsieur. Je suis qui, monsieur, vous m'avez dit? Vous êtes Dorine, Dans quelle pièce, monsieur? de Tartuffe ou l'imposteur. Ah oui. Donc vous êtes la servante. C'est dur d'improviser comme ça. C'est bon, d'accord. Je suis Dorine. Oh, vraiment, tout cela n'est rien au prix du film. Et si vous l'aviez vu, vous diriez, c'est bien pis. Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage, et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété. Depuis que de Tartuffe on le voit entêté. Il l'appelle son frère, et l'aime dans son âme 100 fois plus qu'il ne fait mère, fils, fille, femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident. Et de ses actions le directeur prudent. Il le choisit, il l'embrasse. Et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il l'y voit manger, autant que si. Les bons morceaux du tout, il faut qu'on les lui cède, et si
s'il vient à rôter, il lui dit « Dieu vous aime ». Enfin, il en est fou. C'est son tout, son héros. Il l'admire à tout coup, le cite à tout propos, et ses moindres actions lui semblent des miracles. Et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Lui, qui connaît sa dupe et qui veut en jouir, par son dehors fardé, a l'art de l'éblouir. Son cagotisme en tire à toute heure des sommes et prend droit de gloser sur tous tant que nous sommes. Il n'est pas jusqu'au fa qui lui sert de garçon qui ne se mêle aussi de nous faire leçon. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches. Le traître, l'autre jour, nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur des seins, disant que nous mêlions par un crime effroyable avec la sainteté et parure du diable. Merci, alors la rencontre d'Orgon avec le Tartuffe. Orgon, monsieur de Lavande. Encore Tartuffe, monsieur de Lavande. Oui. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi, se mettre à 2 genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon, qui dans tout l'imitait, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons, mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié, je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, au pauvre, à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer, et depuis ce temps-là, tout semble prospérer. Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même, il prend, pour mon honneur, un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux, et plus que moi 6 fois, il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle, un rien, presque suffit à le scandaliser, jusque-là qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tuée avec trop de colère. Bien, je vais demander à monsieur de Brécourt, s'il vous plaît, de me rejoindre. Je vous donnerai la réplique. Vous serez filin. Ah, vous serez Alceste. Je me grille, monsieur. Une habilleuse, s'il vous plaît. Oui, oui. Oui, Permettez que je boive. Tu bois? Il va falloir qu'on fasse avec un seul texte pour vous deux. mais Je relève le défi. Non.
Bon, on passe à autre chose. Je vais prendre T'as ton texte? mon texte, monsieur. Merci. Ça arrive quelquefois, hein, que le patron, il n'a pas des textes. Non, Ah, non, oui, le on sien, va déjà. chercher, merci. Ah, le patron. Entracte. J'espère que le roi, ça lui plaira, parce qu'on travaille pour le roi. Oh, t'as le texte. J'ai le texte, Alors, monsieur de Montbert. je fais la tête et tu fais chez nous. Alors, on commence comme ça, j'essaye de me rattraper. On recommence, monsieur? Très bien, je fais tout. C'est prêt? Mais qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Mais on entend les gens, monsieur, sans se fâcher. Ah, moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout déconnu. Moi, votre ami, alors rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusque d'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus Oh, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis bien donc coupable, Alceste, à votre compte. Arrête. Vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses, témoigner pour lui des dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments, ou charger la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu! C'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce de votre arrêt et que je ne bande pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais, sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non. Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens de la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui, de civilité avec tous, font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, quant au premier faquin, il court en faire autant? Non, non, il n'est point d'âme bien peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régals peu chers dès qu'on voit qu'on vous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence une estime se fonde. Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous idolez dans l'église de ce temps
Morbleu, vous n'êtes pas pour être de maison. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est pas du tout mon fait. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Non, vous dis-je. On devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme et qu'en toute rencontre le fond de notre cœur dans nos discours se montre, que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de tâcher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos, et de la bienséance, de dire à 1000 gens tout ce que d'eux on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui! Alors, qu'est-ce qu'on garde? Alors oui, on va commencer. Attends, je cherche. Lagrange, s'il vous plaît. Vous ferez Philinte. Monsieur Ducroisy, vous ferez Oronte. Et je ferai Alceste. Ah, je ne savais pas que Michel était aussi. Waouh! Je viens, pour commencer entre nous ce beau nœud, vous montrer un sonnet que j'ai fait de pipe, et savoir s'il est bon qu'au public je l'expose. Monsieur, je suis malpropre à décider la chose. Veuillez m'en dispenser. Mais pourquoi? J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut. C'est ce que je demande. Et j'aurais lieu de plainte si m'exposant à vous, pour me parler sans fin, vous alliez me trahir et me déguiser rien. Bon, puisqu'il vous plaît ainsi, monsieur, je le veux bien. Sonnet. C'est un sonnet. L'espoir. C'est une dame qui, de quelque espérance, avait flatté ma flamme. L'espoir. Ce ne sont point des grands vers pompeux, mais de petits vers doux, tendres et langoureux. Nous verrons bien. L'espoir. Je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile, et si du choix des mots vous vous contenterez. Nous allons voir, monsieur. Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Oh. Voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. L'espoir, il est vrai, nous soulage et nous berce un temps notre ennui. Mais Phyllis, le triste avantage, lorsque rien ne marche après lui. Je suis déjà charmé de ce petit morceau. Quoi? Vous avez le fond de trouver cela? Vous eûtes de la complaisance, mais vous en deviez moins avoir, et ne vous pas mettre en dépense pour ne me donner
que l'espoir. Ah, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises. Morbleu, dit complaisant, vous jouez des sottises. S'il faut qu'une attente éternelle pousse à bout l'ardeur de mon zèle, le trépas sera mon recours. Vos soins ne manquent pas de distraire, belle Phyllis, on désespère, alors qu'on espère toujours. La chute en est jolie, amoureuse, admirable. La peste de ta chute, empoisonneur, mon diable, en eusses-tu fait une à te casser le nez? Je n'ai jamais ouï de verre si bien tourné. Morbleu. Vous me flattez et croyez peut-être... Non, je ne flatte point. Que fais-tu là, donc, traître? Mais pour vous, vous savez quel est notre traité. Parlez-moi, je vous prie, avec sincérité. Monsieur, cette matière est toujours délicate. Et sur le bel esprit, nous aimons qu'on nous flatte. Mais un jour, à quelqu'un dont je tairai le nom, je disais en voyant des vers de sa façon qu'il faut qu'un galant homme ait toujours grand empire sur les démangeaisons qui nous prennent d'écrire. Qu'il doit tenir la bride aux grands empressements qu'on a de faire éclat de tels amusements, et que, par la chaleur de montrer ses ouvrages, on s'expose à jouer de mauvais personnages. Est-ce que vous voulez me déclarer par là que j'ai tort de vouloir... Non, non, je ne dis pas cela. Mais je lui disais, moi, qu'un froid écrit assomme, qu'il ne faut que ce faible à décrier un homme, et qu'eût-on d'autre part sans belle qualité, on regarde les gens par leur méchant côté. Est-ce qu'à mon sonnet, vous trouvez à redire? Je ne dis pas cela. Mais pour ne point écrire, je lui mettais aux yeux, comme dans notre temps, cette soif à gâter de fort honnêtes gens. Est-ce que j'écris mal? Leur ressemblerai-je? Je ne dis pas cela. Mais enfin, lui disais-je, quel besoin si pressant avez-vous de rimer? Et qui diantre vous pousse à vous faire imprimer? Si l'on peut pardonner l'essor d'un mauvais livre, ce n'est qu'aux malheureux qui composent pour vivre. Croyez-moi, résistez à vos tentations. Dérobez au public ses occupations et n'allez point quitter de quoi que l'on vous somme le nom que dans la cour on vous donne d'honnête homme. Pour prendre de la main d'un avide imprimeur celui de ridicule et misérable auteur. C'est ce que je tâchais de lui faire comprendre. Voilà qui va fort bien, et je crois vous entendre. Mais ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet... Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Vous vous êtes réglé sur de méchants modèles, et vos expressions ne sont point naturelles. Alors, c'est Mademoiselle Debris, s'il vous plaît, à vous, et avec Mademoiselle Béjart. Toujours dans la même pièce, Arsinoé et Céline. Il nous faut, cher Molière, nous laisser un peu de temps pour que nous nous transformions en ces femmes. On a reculé devant rien, cette fois-ci on a des costumes, on a des accessoires. On a les accessoires, on a tout pas aimé. C'est le commencement de la célébrité. Et voilà. Et Bon, c'est symbolique. Oui, c'est bien. Arsinoé, Célimène, Arsinoé. Mademoiselle Debris, vous faites Arsinoé. oui, monsieur. Et Mademoiselle Béjart, vous faites Célimène. Ah, mais quel heureux sort en ce lieu vous amène, madame, sans mentir, j'étais de vous
en peine. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Ah mon Dieu, que je suis contente de vous voir. Voulez-vous vous asseoir? Il n'est pas nécessaire, madame. L'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent apporter. Et comme il n'en est point de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance, je viens par un avis qui touche votre honneur témoigner l'amitié que pour vous a mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière, où sur vous, du discours, on tourna la matière. Et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez vite, c'est pas pratique. Votre galanterie et les bruits qu'elle excite trouvèrent des censeurs plus qu'il n'en aurait fallu, et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je suis prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusai fort sur votre intention et voulus de votre âme être la caution. Mais vous savez qu'il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser, quoi qu'on en ait envie. Et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort, qu'il prenait dans le monde une méchante face, qu'il n'est compte fâcheux que partout on en fasse, et que si vous vouliez tous vos déportements pourraient moins donner prise au mauvais jugement. Non, que je crois au fond, l'honnêteté blessée me préserve le ciel d'en avoir la pensée. Mais les ombres du crime ont précisément foi, et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable, et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Madame, j'ai beaucoup de grâce à vous rendre. Un tel avis m'oblige, et loin de le mal prendre, j'en prétends reconnaître à l'instant la faveur, pour un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer, mon ami, en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux, en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour, où je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare honneur, qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, firent tomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels de sagesse et d'honneur, vos mines et vos cris aux ombres d'indécence, que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence, cette hauteur d'estime que vous êtes de vous, et ces yeux de pitié que vous jetez sur tout, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures, tout cela, si je puis vous parler franchement, madame, fut blâmé d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage dehors que dément tout le reste? Elle est bien la prier exacte au dernier point, mais elle bat ses gens et ne les paie point. Dans tous les lieux dévots, elle étale un grand zèle, mais elle met du blanc
et veut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je prie votre défense et leur assurai que c'était fort médisance. Mais tous les sentiments combattirent le mien, et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des vôtres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres. On doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens, qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on veut faire, et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre aux besoins à ceux à qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis favorable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Monsieur de Croisy et Mademoiselle de Brie. Entendant Mademoiselle de Brie, s'il vous plaît, revenez, Mademoiselle de Brie. Messi, Mademoiselle de Brie, Messi. Monsieur du Croisy, Mademoiselle de Brie. Le bourgeois gentilhomme. Ah. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Ah, prenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour dire quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophie, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah! Ah! Oui, oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. A, E. A, E. Ma foi, oui, que cela est beau. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E. I. Ah, cela est vrai, vibration. La voix O se forme en rouvrant les
mâchoire et rapprochant les lèvres par les deux coins, de haut en bas. Oh! 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 Il n'y a rien de plus juste. Ah! Ah! I! Oh! I! Oh! Cela est admirable. I! Oh! I! Oh! L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh! 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 Vous avez raison. Oh! Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allonger les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. Ah, il n'y a rien de plus véritable. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que Cela est vrai. Ah, qu'en ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. Oh. Monsieur, vous venez pour nous dire, je peux commencer? Non, monsieur. Béjart vient de me dire qu'on a dit au roi l'embarras où vous vous trouviez, et que par une bonté toute particulière, il remet votre nouvelle comédie à une autre fois, et se contente pour aujourd'hui de la première que vous pourrez jouer. Monsieur, vous me redonnez la vie. Le roi nous fait la plus grande grâce du monde de nous donner du temps pour ce qu'il avait souhaité, et nous allons le remercier des extrêmes bontés qu'il nous fait paraître. Venez. Les gens de qualité savent tout sans avoir rien appris. Dans quelle pièce, c'est une devinette, se trouve cette phrase? Molière l'a répondu. C'est dans quelle pièce alors? J'hallucine. Je comptais sur le public, moi. Ma foi, si je faisais une comédie, je justifierais les femmes de bien les choses dont on les accuse. De quelle pièce, cette phrase? L'impromptu de Versailles. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, et service d'autrui n'est pas en héritage. Alors, pièce. Les femmes savantes. Ah. Oui, on disait, oui. Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. De quelle pièce? Tartuffe. Mais n'y a-t-il pas quelques dangers à contrefaire le mort? Sinon, de quelle pièce? La pièce est
une maladie imaginaire. Si n'être point cocu vous semble un si grand avis, ne vous point marier en est le meilleur avis. Donc elle sait. L'école des femmes. Monsieur de Brécourt. Allons, buvons, chers amis, buvons. Le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la vie autant que nous pouvons. Le Bourgeois nous dire. buvons, chers amis, buvons. Ah! Oh, Et je vous les présente. Honneur aux dames, alors mademoiselle Dupas, Violette. Bravo! Mademoiselle Bourrine, Béa. C'est mademoiselle Béjart. Mademoiselle Béjart. C'est pas ça, mademoiselle Béjart. Mademoiselle Béjart. Françoise. Monsieur de Brécourt. Notre gibier national. Bravo! La Grange, c'est Marc. Et Monsieur Ducroisy, Michel. et notre maître à tous, Monsieur de Molière. Bravo. Bravo! Merci à vous. Merci, bravo! Merci beaucoup.